Bien, messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 10 février. Je n'ai pas d'actualité particulière à faire en début, si ce n'est des choses que vous connaissez. De vous rappeler que, par exemple, il y a eu une nouveauté au mois de janvier, la mise en place du Forum des métiers qui s'est très bien déroulée avec notamment une journée scolaire et une journée destinée au public, et qu'avec les partenaires, notamment les établissements scolaires, mais également les autres partenaires, il y a eu un très bon partenariat. De remercier également tous les élus, Sandrine Lacossa de la Première et tous ceux et celles avec qui elle a travaillé pour la distribution des paniers aux seniors. Et si vous ne faites rien samedi matin, mais il fera pas beau, le lendemain de la Saint-Valentin, vous aurez peut-être besoin de prendre un petit peu l'air, et donc je vous invite à venir à l'inauguration de deux projets qui sont terminés du budget participatif de l'an passé, c'est-à-dire l'installation d'un verger communal, d'un verger dans la ville, et c'est très proche, donc on peut le faire en même temps. L'aire de jeu pour les tout petits, on est dans le quartier de Saturne, c'est samedi matin à 10 h. Voilà, donc j'en profite pour vous passer l'information par la même occasion. Je vous propose de nommer un secrétaire de séance et de proposer à Monsieur Marc-François de bien vouloir tenir ce rôle. Je vous en remercie, et donc de noter les pouvoirs de Madame Maillet à Monsieur Faregnaud, de Madame Fauconnet à moi-même, de Madame Lallemand à Monsieur Patrick Blanc et de Madame Lamotte à Madame Sylvie César-Brunet. Je te remercie. Je vais donc ouvrir l'ordre du jour. La première délibération qui vous est proposée fait suite au passage du cyclone Chido à Mayotte. Vous savez que, comme la plupart des autres communes en France, nous avons fait un moment de recueillement sur le pavis de l'hôtel de ville, et que à ce moment-là, j'avais annoncé que je proposerais au conseil municipal, ce que nous sommes en train de faire, une subvention à hauteur de 3 000 € à destination de la protection civile. Protection civile que nous connaissons bien, avec laquelle nous travaillons fréquemment. Quand il y avait eu les collectes au niveau de l'Ukraine, on était également passé au niveau de la protection civile, et le gros intérêt, c'est que l'on sait que ça arrive directement aux habitants. Et c'est pas plus mal finalement de le faire maintenant, parce que vous savez que quand il y a une catastrophe, il y a très souvent, et ça a été à nouveau le cas, un élan de solidarité de la part des habitants, mais que dans l'actualité, un événement en chassant l'autre, on passe par moments à autre chose. Or, le autre chose n'est toujours pas terminé à Mayotte, et il y a toujours un besoin important, d'où la proposition de ce vote de subvention à hauteur de 3 000 €. Voilà pour la présentation de cette délibération. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole à ce sujet ? Pas particulièrement. Je peux donc la mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votée à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Madame Fauconnet ne peut pas être des nôtres ce soir, et je vais tenter difficilement, certes vous êtes tellement habitués, à prendre le relais pour pouvoir vous présenter le rapport d'orientation budgétaire. Et c'est vrai que je vais insister beaucoup plus que d'habitude sur l'impact de la loi de finances de 2025. Alors, à Blanquefort comme ailleurs, on n'est vraiment pas les seuls, c'est partout en France. Le contexte d'élaboration a été compliqué, puisque nous avons pris des hypothèses hypothétiques, et j'assume tout à fait cette expression. Depuis les annonces du gouvernement Barnier jusqu'au travail qui avait été fait au Sénat, et jusqu'à finalement l'adoption de la loi par le 49.3 qui a eu lieu il y a maintenant quelques jours, je ne vous cache pas que ça a été un petit peu compliqué. Heureusement qu'on vote le budget en avril. D'ailleurs, beaucoup de collectivités avaient repoussé le vote du budget quand ils le votaient plus tôt, parce que c'était particulièrement compliqué. Alors, excusez-moi, je vais faire un aparté 2 secondes. Je m'adresse à la technique. J'ai un message comme quoi l'image est bonne, mais pas le son.
si voilà, je passe l'information telle qu'on vient de me l'envoyer à l'instant. Puisqu'apparemment, je peux dire ce que je veux, il n'y a pas de son enregistré. Non, je plaisante. Je plaisante bien évidemment. Voilà, pardon. Fin de l'aparté, je reviens à la délibération. Alors, vous connaissez le contexte, je ne vais pas y insister trop lourdement là-dessus, et je vous propose la diapo d'après. La diapo d'après, s'il vous plaît, merci. Au départ, on nous avait annoncé que les collectivités devaient participer à la réduction du déficit public, même si les collectivités ne grèvent pas le déficit public, étant donné, tout le monde le sait, que tous nos budgets sont forcément à l'équilibre. En fait, on est passé, je vais reprendre la même expression que ce que j'ai eu vendredi en conseil de métropole, on est passé du pire, 5 milliards d'euros, au mauvais, 2,2 milliards d'euros. Et c'est pas parce qu'on passe du pire au mauvais que c'est une amélioration. Ça veut dire simplement que c'est le moins pire. Alors, sur le fond, que les collectivités participent d'une façon ou d'une autre à la baisse du déficit public, je pense qu'intellectuellement, on peut arriver à le comprendre. Ce que j'ai beaucoup de mal à admettre, et je ne suis pas le seul maire, toute opinion politique confondue, à avoir cette opinion-là. Le problème, c'est le cumul des mesures, et ce, à plusieurs titres. D'abord, plusieurs mesures, on va les voir, et le cumul dans le temps. Et je rajouterai un troisième élément, le retour sur des engagements de l'État qui avaient été pris précédemment. Et alors, bon, ce document a été écrit, bien évidemment, il y a quelques jours. Ce diaporama a été écrit, si vous voulez tout savoir, ce week-end. Et nous sommes lundi soir. Eh ben, il va falloir que je modifie un chiffre qui a été annoncé. Puisqu'on a eu une petite surprise, et les surprises dans ce cas-là, elles sont rarement bonnes, à 5 heures cet après-midi. Alors, vous connaissez le principe sur l'hypothèse donc de la loi de finances 2025. Je vous passe le contexte international, tout le monde le connaît. Hein. Donc, on table sur une croissance à 1,1%, une inflation qui baisse, mais c'est quand même une inflation. Donc une inflation qui baisse, je rappelle à tout le monde que ça veut pas dire une baisse des prix, ça veut dire simplement que les prix qui étaient déjà élevés augmentent moins vite qu'avant, mais restent élevés. Et l'objectif est d'établir un déficit public à un petit peu plus de 5%. Ça, c'était les objectifs qui étaient donnés. Alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les impacts sur Blanquefort. Alors, ça, c'est sûr, puisque le décret a été signé. Le décret a été signé, c'est la demande d'augmentation de la cotisation employeur de la municipalité en tant qu'employeur à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, CNRACL pour les intimes. Et c'est une augmentation qui, en fait, de 3 points sur l'année 2025. 3 points sur l'année 2025 pour Blanquefort, ça représente 214 000 euros. Alors, je peux toujours faire une petite blagounette en disant que finalement, la réforme des retraites, ça paraît possible sur les cotisations des employeurs, enfin, à partir du moment où c'est le public. Ça paraît pas possible pour le privé, mais apparemment, ça paraît possible pour le public. Bon, ça, c'était la petite blagounette. De rappeler que cette caisse est effectivement en déficit, en lourd déficit, que oui, il y a un problème démographique aujourd'hui entre les actifs et les retraités. Ça, c'est indéniable. Mais pour autant, être très clair que l'importance du déficit de cette caisse est liée notamment à des ponctions sur cette caisse pour aller en alimenter d'autres. Et que même alors maintenant que cette caisse est en déficit, on prévoit de continuer à augmenter les ponctions alors qu'on augmente cotisation des employeurs. Bref, 214 000 euros. À cela s'ajoute la solidarité économique, 40 000 euros d'écart par rapport à 2024. Les chiffres que vous avez, c'est à chaque fois soit en dépenses contraintes, soit en moindres recettes. Donc là, on est en dépenses contraintes supplémentaires. La comparaison par rapport à 2024. La contribution solidarité économie, il y avait eu un décret en 2024 qui faisait une exemption d'une partie pour les collectivités. Comme ce décret n'a pas été repris en 2025 et qu'il était valable que pour un an, il devient donc caduc et ça fait une dépense contrainte supplémentaire de 40 000 euros. La DCRTP, c'est la dotation de compensation de la réforme sur la taxe professionnelle. Alors c'est vrai que c'est une dotation dont on parlait peu parce que ça faisait partie de ces différents éléments
qui était relativement stable en termes de recettes. Et ben là, ça fait partie, je vais vous parler des engagements de l'État, ça fait partie de ces engagements qui tombent à l'eau, étant donné qu'à partir de maintenant, ça devient une variable d'ajustement. D'où la perte de 128 000 € par rapport à l'année 24. Et puis, il y a le fonds de précaution. Alors, le fonds de précaution ou fonds de réserve, c'est celui dont les médias ont le plus parlé. Vous savez, cette ponction qui, normalement, n'est censée ne se faire qu'une seule fois, mais comme je vous l'ai dit, on a tous tendance à être un petit peu méfiants quand on dit une seule fois. Et au départ, Blanquefort n'était pas concerné. Et puis l'assiette a finalement été modifiée et elle est affichée à 224 000 €. Et c'est là où on barre le 224 000 € puisque à 17 h, heureusement qu'on n'a pas fait le conseil municipal ce matin, à 17 h, j'ai une nouvelle estimation qui n'est plus à 224 000 mais à 265 000 €. Voilà, donc ça fait plus 41 000, hein, voilà. Donc ça vous le rajoutez à la main parce que j'ai pas eu le temps de modifier le diaporama depuis tout à l'heure. Donc normalement j'avais un total de tout ça à 606 000 €. Vous voyez, c'est la petite accolade rouge. Plus 41, hein, donc en fait 647 000 € en réalité. Donc ça va être les nouveautés de la loi de finances ou de la loi de financement sur la sécurité sociale. Et à cela, on rajoute la petite traditionnelle DGF. Alors vous savez qu'on est à zéro depuis longtemps, sauf l'an dernier où on avait eu le petit 42 000 qui est arrivé, mais qu'on n'a plus, hein, que l'on perd par rapport à 24. Donc normalement, si on additionne tout ça, c'était 648 000, ça c'est le chiffre en rouge, mais auquel maintenant il faut rajouter 41 000, c'est-à-dire en réalité 689 000 € en moins d'un budget à l'autre pour Blanquefort. D'accord? À cette hauteur-là, c'est énorme. D'autant plus que nous allons avoir, et là j'attire fortement votre attention, un deuxième effet qui se coule. Je parlais d'un cumul dans le temps. D'un cumul dans le temps. Par exemple, vous voyez la petite flèche bleue pour ADCRTP, à moins 128 000 € pour 25. En réalité, cette perte, on va l'avoir tous les ans à peu près à même niveau, jusqu'à quasi extinction de cette dotation. Ça, c'est une question d'engagement de l'État, mine de rien, qui est très largement remis en compte. Et puis, quand on regarde la CNRACRL, donc la cotisation des employeurs, je vous ai parlé de 3 points pour un an. Mais en réalité, c'est 12 points sur 4 ans. Donc, on prend, je vous l'ai dit, 214 000 € en 25. Je rajoute 214 000 € en 26, ça me fait 428 000, 642 en 27, 856 en 28. Et j'ai additionné ces 4 années en cumulé pour voir par rapport à 24 ce que cela va nous coûter, 2,1 millions d'euros en 4 ans. Alors 2,1 millions d'euros, c'est difficile de se rendre compte de ce que ça donne. Si je divise par un salaire chargé à 30 000 €, c'est-à-dire salaire par exemple des personnes qui travaillent dans les écoles, c'est l'équivalent de 70 agents. C'est comme si on embauchait fictivement en 4 ans, enfin qu'on payait fictivement, enfin qu'on payait, je ne sais plus comment m'en sortir dans cette histoire, 70 agents mais qui en fait n'existent pas, mais qu'on les paye en 4 ans. Donc l'impact sur les finances de la commune est quand même particulièrement important. Et encore, je vous fais grâce du gel de la dynamique de la TVA. Dynamique de la TVA qui nous concerne, puisque vous savez que nous ne touchons plus la taxe d'habitation, mais qu'à la place, nous touchons une fraction de la TVA sur laquelle nous devions avoir la dynamique, étant donné que forcément, on a des habitants qui augmentent chaque année avec plus de besoins, etc. Donc, il devait y avoir la dynamique de la TVA qui, dorénavant, est gelée. Et qui est gelée également dans le temps. Donc, dans le cumul dans le temps, là, je vous en ai affiché 2. On n'est pas capable de chiffrer, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis avec un chiffre. On n'est pas capable de chiffrer ce que ça donne le gel de la dynamique de la TVA, mais c'est quand même relativement compliqué. Donc voilà un petit peu la première grosse base finalement de ces orientations budgétaires. Donc on va bien être d'accord que j'insiste sur le fait que ce sont des orientations budgétaires et pas le budget, bon, ce qui est tout à fait normal 2 mois avant le vote du budget, mais comme on a des éléments qui sont en train de nous arriver quelques minutes avant, il est évident qu'il faudra ajuster. Donc les principales orientations budgétaires pour 25, les grands faits marquants.
les grands faits majeurs, finalement, ils sont au nombre de 2. Donc, ce que je viens de dire, donc on barre le 650 000 d'accord et on le transforme en 690 000. Ce que je viens de dire. Et puis, quelque chose qui, cette fois-ci, est volontaire, mais qui va bien évidemment impacter notre budget 25. Vous savez que c'est l'année où les habitants de la résidence autonomie vont déménager et où donc la nouvelle, Simone Veil, va ouvrir à la place de Corbeil. Et ça, forcément, ça va avoir un coût, ne serait-ce que sur les frais d'aménagement. Le fait que sur cette année 25, eh bien, il va y avoir effectivement la question des 2 loyers, etc., etc. Donc, on prévoit en 65, c'est-à-dire en subvention, un surcoût de 600 000 € à verser au CCAS en direction justement de cet effort en direction de la résidence autonomie. Finalement, c'est ça, ces 2 faits marquants. Ben, quand on additionne les 2, ben, ça fait forcément une grosse différence par rapport au budget 24. Cependant, je vais quand même dire des choses aussi positives et pas que des choses négatives. Les résultats prévisionnels de 2024, donc ça on le verra bien évidemment quand on adoptera le CFU, mais ça va nous permettre d'amortir temporairement, hein, au moins pour 25, le cumul des autres années, on verra à ce moment-là, mais d'amortir temporairement donc les différents impacts de ces nouvelles mesures, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de toucher au taux d'imposition, on ne fera pas d'augmentation de la fiscalité ni de la tarification des services, parce qu'on a aussi conscience que pour les habitants c'est quelque chose qui est relativement compliqué, et c'est en fait la bonne santé financière de la commune qui nous permet largement d'amortir ces chocs. J'insiste sur le fait de temporaire, hein, vu l'évolution qu'il va y avoir dans le temps. Alors, ces fameuses recettes, ces recettes de fonctionnement. Alors, si on regarde le chiffre du bas, encadré en rouge, hein, pour faire simple, on voit qu'il y a une baisse de 4,8%. Moi, je vais parler plutôt en valeur absolue, ça sera peut-être plus facile pour s'y retrouver. Quand on regarde par rapport au prévisionnel du réalisé 24, puisqu'on compare par rapport à ça, comme ça, on essaie d'être les plus transparents possibles en ce qui concerne les inscriptions, il y a une différence de 1,2 million. Comment s'explique cette différence de 1,2 million? D'abord, il y avait eu un événement exceptionnel en 24, c'était, vous savez, le remboursement des assurances pour la grêle, qui forcément se renouvelle pas, ça c'est normal, à hauteur de 447 000 €. Donc, si on est honnête et qu'on compare à isopérimètre, donc sans cela, la différence, elle n'est plus que, entre guillemets, 768 000. Alors, ces 768 000, vous enlevez les 128 000 de la DCRTP, vous enlevez les 42 000 de la DGF. Vous allez également enlever, ça c'est dans dotation et subvention, dans les dotations que l'on reçoit de Bordeaux Métropole. Il y aura une baisse de 37 600 €. Ça c'est à cause, vous savez, des révisions de niveau de service que l'on fait, que ce soit en direction de l'informatique, de l'accroissement des espaces verts, ce genre de choses. Et il y aura également, comme tous les ans, une baisse de la dotation de solidarité à hauteur de 61 600 €. Et à cela, si vous remarquez bien dans le budget 24, il y avait des produits exceptionnels, c'était de la vente de foncier à hauteur de 564 000 €. Ben pour l'instant, on le met à 0 dans nos prévisions actuelles parce que c'est bien évidemment beaucoup trop tôt. Donc finalement, ça réduit, enfin, il n'y a plus beaucoup de choses à expliquer en ce qui concerne la différence entre les deux, si ce n'est que l'on a également des produits fiscaux. Les produits fiscaux, je vous rappelle, c'est la ligne 73 qui sont à tonnes, voire en recul. Ils sont à tonnes parce que le produit des taxes foncières, qui va augmenter sous l'effet des bases qui sont à 1,7% cette année, même si on n'a pas augmenté les taux. Donc de façon globale, ça va augmenter le produit. Mais ce produit en augmentation ne permet pas d'amortir la baisse des droits de mutation qu'on estime à 700 000 € cette année et celle de la taxe sur l'électricité.
En ce qui concerne les produits des services, c'est le 70. Nous avons fait pour l'instant des inscriptions prudentes. Alors en 24, on avait eu une forte augmentation des recettes par la piscine et notamment l'effet de la nouveauté que l'on a repris quasiment au même niveau sans faire d'augmentation. On verra ce que ça donne. Et je vous rappelle que 25, ça va être l'année pleine en termes de gratuité pour la médiathèque, puisque nous avons rendu la médiathèque gratuite depuis septembre. Et là, ça va être donc l'année pleine en termes de manque de recettes. C'est pas ça qui fait le plus mal au budget. Je vous le dis très sincèrement. Donc voilà, en gros, les différents éléments sur les recettes. Comment nous voyons les grandes masses de nos dépenses de fonctionnement? Alors, pour les dépenses de fonctionnement, là, je vais essayer de prendre un petit peu chapitre par chapitre. Sur le 011, c'est-à-dire les charges à caractère général, quand on le regarde comme ça, il y a une augmentation de 7,9%. Mais il y a eu un changement d'imputation comptable. Jusqu'à présent, les assurances de risque statutaire en ce qui concerne les agents, c'était sur la ligne d'en dessous, les charges de personnel. Maintenant, c'est sur le 011. Donc, si on est à même périmètre, l'augmentation n'est plus de 7,9%, mais de 4,25% en ce qui concerne les charges. La différence, donc, elle se fait sur quoi? Elle se fait l'inflation qui continue sur un certain nombre d'achats ou sur un certain nombre de prestations, je pense notamment aux assurances. L'entretien des bâtiments, quand on parle d'inflation, et on a beaucoup de bâtiments à entretenir, donc ça devient plus important, ou encore le projet de concertation sur l'îlot de la Poste ou un audit que l'on fait en direction des agents sur la QVCT. Donc voilà ce qui explique un petit peu cette différence. Je tiens à noter, et je voudrais vraiment les en remercier, que pour que cette différence ne soit quasiment du coup que de 200 000 euros, il y a eu par ailleurs beaucoup d'efforts de rationalisation de la part des services et donc bien évidemment des élus en charge des dossiers sur toutes les lignes qui ont vraiment été regardées pour tenter de rationaliser au maximum sans pour autant remettre en cause un service public. C'est vrai qu'on a toujours eu des possibilités à Blanquefort depuis des années. Maintenant, ça fait quand même des années qu'on fait cet effort de rationalisation, de rajouter un trou à la ceinture. Au bout d'un moment, la ceinture, il n'y aura plus de place pour mettre des trous. Voilà, il y a quand même ça à prendre en considération. La ligne d'en dessous, la ligne du personnel qui augmente de plus de 2,6%, mais ces fameux 140 000 euros, il faudrait effectivement les prendre en considération. Donc si je rajoute les 140 000 euros, on est à 14 415 000. Mais par contre, la différence, en fait, si j'enlève la CNRACL et la dotation de solidarité économie, on est à 1,8% à même périmètre. Donc l'augmentation, elle est importante de fait de la cotisation des employeurs, mais si on regarde à même périmètre, on est à 1,8%, ce qui signifie l'un dans l'autre que quand on regarde le glissement vieillesse, technicité, les avancements de grade et ce genre de choses, on arrive à maintenir cette augmentation de la masse du personnel. Le 65 maintenant, donc ce qui va être subvention, bon ben c'est là où on a une grosse augmentation dont j'ai parlé tout à l'heure, avec plus de 600 000 euros effectivement supplémentaires pour le CCAS pour les raisons invoquées. À noter que sur l'enveloppe dédiée aux subventions pour les associations locales, nous allons maintenir cette enveloppe. Nous n'allons pas la diminuer. On a demandé des efforts au service, mais on ne diminuera pas l'enveloppe globale pour les associations locales parce qu'on a aussi conscience que, mais comme chaque collectivité essaie de gratter ce qu'elle peut gratter, eh ben, il y a un effet cumulatif ou un effet domino, appelons ça comme on veut, sur nos associations. Donc tant qu'on peut le faire, on va pouvoir garder ça. J'ai sauté volontairement le 0,14 qui est quelque chose d'un peu barbare qu'on appelle l'atténuation de produits, mais où on voit une forte augmentation. Et ben c'est là où il va falloir d'ailleurs changer le chiffre, puisque c'est là où l'on paie ce fameux fonds de précaution. Donc il faut rajouter 41 000 à ce que l'on projette, aujourd'hui.
Donc finalement, quand on voit notre augmentation globale des dépenses, on en a 30% qui sont l'impact direct de l'impact des lois de finances. Maintenant, si j'enlève effectivement l'impact des lois de finances, il me reste un petit peu plus d'1 million de différence, dont 54%, c'est effectivement l'augmentation en niveau du CCAS. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que les 2 points marquants du futur budget que l'on votera en avril, ça sera bien évidemment le PLF et ceci. Donc, qu'est-ce que ça donne dans les projections sur nos soldes de gestion? Alors, le chiffre qui est encadré en rouge est devenu faux. Vous devez enlever 41 000. Voilà, je vous laisse faire la petite, addition. Alors, quelque chose à comprendre à Blanquefort, je vous rappelle, on est vraiment totalement atypique. Normalement, quand on présente l'Europe, on présente bien évidemment l'épargne de gestion, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les recettes. Et puis, on va regarder l'épargne nette, c'est-à-dire ce que coûtent les charges d'intérêt de la dette et le remboursement du capital. Et je vous jure que pour pas mal de collectivités, on en a eu l'exemple vendredi, pour pas mal de collectivités, il y a une sacrée différence entre l'épargne de gestion et l'épargne nette. Comme nous n'avons aucun emprunt, et c'est ça aussi qui nous permet de continuer à faire pas mal de choses pour l'instant. Comme nous n'avons aucun emprunt, l'épargne de gestion est égale à l'épargne nette. Vous vous rendez compte également que le solde, alors qui peut faire peur, parce qu'il y a une sacrée différence entre 24 et 25. Au compte administratif 25 que l'on passera dans plus d'1 an, bien évidemment, ce ne sera pas ce solde-là, puisqu'il y aura l'affectation du résultat de 24. On est bien d'accord, que l'on a sur les années précédentes. Donc la baisse est importante, mais ça ne sera pas ça qui sera au compte administratif de l'année 25. Par contre, je trouvais quand même intéressant de vous montrer ce chiffre, même s'il faut lui enlever 41 000 €, parce que ça montre l'exercice réel, en fait. Ça montre l'exercice réel, et de dire que, entre les différentes mesures sur les baisses de recettes ou des dépenses contraintes, comme on a fait le pari de maintenir les services publics, de maintenir la tarification et de ne pas toucher à l'enveloppe sur les subventions, de ne pas toucher au taux, forcément, on a fait le choix, c'est une orientation, on a fait le choix d'accepter la dégradation des ratios en se disant que, effectivement, grâce à l'affectation du résultat de l'année précédente, on pourra avoir un équilibre. Ça aussi, c'est 25. C'est pas quelque chose qui pourra se continuer ad vitam aeternam. En tout cas, on arrive quand même à garder des capacités à investir. Un petit mot sur l'évolution des effectifs, qui doit faire partie, bien évidemment, de cette présentation du ROB. Évolution globale des effectifs. Alors, pour ceux qui auraient oublié, on a un creux important sur l'année 22 qui était atypique. Alors, je vous rappelle que le rapport 22-23 était atypique du fait de la difficulté des recrutements qu'il y avait eu en 22 et qui était finalisé en 23. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, et ça serait presque la courbe globale depuis 21 qui montre que on continue à réinterroger systématiquement un poste, le remplacement d'un poste, quand il y a une mutation ou quand il y a un départ à la retraite. Et je terminerai cette présentation du ROB par la question, bien évidemment, de l'investissement. De l'investissement qu'on prévoit de faire sans emprunt en 2025. Donc je vous ai encadré le chiffre de 2025 et vous montrer un petit peu ce que ça donne. En fait, sur 25 et les années à venir, sur 25, on va déjà terminer les autorisations de programmes, soit de programmes qui sont achevés mais sur lesquels il y a encore des reliquats de paiement, comme par exemple la piscine ou le pôle jeunesse, ou du programme, on en a déjà parlé, qui ne se fera pas, le pôle petite enfance, mais sur lequel, sur cette année, il y a encore un reliquat à payer. En fait, l'année 25 va être marquée par la mise en œuvre du décret tertiaire. On va commencer dès cette année les travaux, ça se fera notamment sur les centres de loisirs, et vous voyez que ces travaux vont se poursuivre les années suivantes. Sur les équipements sportifs de proximité, cette année et l'année suivante, notamment
notamment le skatepark. Voilà, dont les travaux vont également commencer cette année. Nous avons l'autorisation de programme sur Majolan, qui a déjà été entamée en 24 et dont les travaux vont se poursuivre cette année et les années suivantes avec des sommes plus importantes. Les années suivantes, ça c'est quand on va s'attaquer aux grottes où forcément ça va coûter beaucoup plus cher. Et puis, l'année 25 va être marquée par le lancement du programme et donc d'une autorisation de programme qui vous sera proposée avec le budget, de la restructuration du pôle scolaire de Cachac. La réunion du jury pourra se faire en mars, si ma mémoire est bonne, pour pouvoir le lancer, histoire de faire la notification du maître d'œuvre cette année, d'où les premières prévisions de crédit de paiement que nous proposons cette année et bien évidemment les augmentations les années suivantes avec du coup des travaux qui devraient commencer, nous l'espérons, en 27, d'où l'importance du chiffre qui commencera en 27 et bien évidemment c'est pas quelque chose qui se fera sur un an. Donc je me permets juste pour terminer de vous dire là-dessus que quand on voit le total par exemple de 18 millions, c'est le total des crédits de paiement que nous prévoyons sur 3 ans. Et quand par exemple on voit le total sur la dernière colonne, je raisonne ici en crédit de paiement, pas sur l'autorisation de programme global, parce qu'on est bien d'accord que la piscine n'a pas coûté par exemple que 192 000 euros, ça se saurait. Ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc voilà un petit peu sur cette question du plan prévisionnel d'investissement qui montre ce que je disais tout à l'heure, à savoir que malgré le très fort impact financier de la loi de finances, les efforts que nous faisons en direction des seniors et du maintien des services publics, Blanquefort a encore la capacité d'investir. Bon, ça va. Je pense que je n'ai pas été trop longue sur ce rapport d'orientation budgétaire et maintenant je vais me taire pour céder la parole à toutes les personnes qui voudront bien le prendre. Ah oui, c'est pas un débat, c'est un rapport. Mais enfin bon, je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom parce que je vous rappelle qu'on est censé débattre. On ne votera pas le contenu, que l'on soit pour, contre ou qu'on s'abstienne, mais je vous demanderai de prendre acte que le rapport a bien été présenté et que le débat a bien eu lieu. Qui souhaite s'exprimer? Alors, je vais commencer par Madame Lacossade. Bonsoir. Donc, je vais prendre 3 minutes, du coup, pour faire une petite parenthèse sur ce qui va coûter 600 000 euros. Donc, autant les cotisations vont coûter 650 000, l'équivalent de 70 équivalents temps plein. Là, ça va permettre de loger 30 seniors supplémentaires par rapport à aujourd'hui, dans des lieux qui sont beaucoup plus modernes, adaptés à la vie en 2025 et au-delà. Donc c'est quand même des investissements, enfin un investissement dans l'intérêt de nos seniors et ils sont impatients d'y rentrer pour la simple raison que la commission s'est tenue, que tous les dossiers ont été étudiés et qu'ils ont tous reçu leur petit courrier, aussi bien les résidents actuels qui leur indiquent quel appartement ils vont avoir, que les futurs résidents qui ont eu l'acceptation dans l'attente de l'ouverture de la résidence. Donc, certes, c'est 600 000 euros et c'est l'investissement, je pense, qui va se renouveler, enfin, une subvention qui va se renouveler, alors moindre forcément, mais dans l'intérêt de nos concitoyens blanquefortais seniors. Voilà. Maintenant, reste à savoir la date d'entrée dans les lieux. Voilà, ça sera la petite surprise de l'année 25. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Sibrac, je vous en prie. Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Madame le maire, merci de votre présentation. Nous sommes désolés que Madame Fauconnet ne soit pas là ce soir. Elle l'aurait certainement fait très bien aussi. Bon, cette présentation que vous nous faites, vos prévisions d'orientation budgétaire, elles ressemblent dans la forme, dans vos prévisions. Elles ne diffèrent pas des 10 précédentes présentations de budget, de rapport d'orientation budgétaire. Chaque année, le budget est de plus en plus compliqué. Les incertitudes sont toujours terribles.
Et on a toujours, à vous écouter, on va dans le mur. Alors, depuis 10 ans, on n'y va pas et j'espère qu'on n'ira jamais. Je vais reprendre un petit peu. Depuis 10 ans, le premier budget auquel j'ai assisté, Robé, c'était en 2015. Il y avait eu l'initiative ou la baisse de la DGF qui était initiée par le président Hollande à l'époque et qui avait été poursuivi par le président Sarkozy pour arriver, comme vous l'avez rappelé, à une DGF de 0. Bon. À l'époque, je me souviens que vous nous indiquiez que c'était très compliqué, que ça allait être terrible, que les communes allaient être oxy. Et on est 10 ans plus tard, et malgré tout, il faut reconnaître qu'on n'a pas eu cette catastrophe que vous annonciez. Alors, il y a eu des efforts de fait, évidemment. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux efforts de rationalité, des efforts de baisse de dépenses des services. C'est à saluer. Ça veut malgré tout dire qu'il y avait quand même des efforts à faire et des possibilités. Alors, ça fait peut-être pas plaisir à dire, mais c'est une réalité. Si jamais il n'y avait absolument aucun effort et qu'on avait optimisé les choses, on n'en serait pas là où on en est. Bon, je vais passer sur 2020, puisque ce budget-là, pour le coup, tout le monde s'était accordé à dire qu'il y avait des incertitudes, évidemment. Heureusement, les communes n'ont pas été, elles ont été affectées que de façon très conjoncturelle, et je ne crois pas que la commune de Blanquefort ait subi une altération financière sur le long terme en 2020. Ce n'est pas le cas de l'État, qui, avec le quoi qu'il en coûte, quoi qu'on en pense, a accentué la situation financière qui était déjà catastrophique. Et ce n'est pas le cas non plus des entreprises, de nombreuses entreprises qui, elles, ont pour certaines disparu et certaines aujourd'hui ont de grandes difficultés. Alors après, il y a les 3 derniers débats d'orientation budgétaire dans lesquels vous nous annonciez la guerre en Ukraine, la hausse des flux, etc. À chaque fois, Madame le maire, la présentation que vous nous faisiez des résultats était de plus en plus catastrophique. Et à chaque fois, je me permettais de vous dire que je n'étais pas aussi alarmiste que vous et que je pensais qu'on aurait des résultats et des excédents de fonctionnement qui seraient peut-être bien meilleurs que vous ne le prévoyez. J'appelais d'ailleurs à ne pas à baisser les impôts du montant de l'augmentation des bases de manière à ce que les Blanquefortais aient une récompense de la bonne gestion et du fait que la commune n'avait effectivement pas besoin d'augmenter les impôts. Alors, sur 2024, vous voyez, l'année 2023, il y avait 400 000 de prévisions, on avait fini à 8 fois plus. Hein, et sur l'année dernière, d'après ce que l'on voit dans votre présentation, je sais que c'est prévisionnel, mais on avait une prévision d'1,5 million d'excédent de trésorerie et on va finir apparemment vers 3 millions, 3,5 millions. Bon, alors, vous nous dites 750 000 avec ce qui se passe en 2025, à savoir ce prélèvement de l'État que vous jugez, moi je n'ai pas d'avis sur la question. Ce que je sais, c'est que la France va très 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 mal, ça tout le monde s'accorde à le dire, et qu'il faut bien trouver quelque part de l'argent. Alors, il y a les communes qui sont ponctionnées d'une certaine manière. Si elles le sont, c'est que l'État, malgré tout, quoi qu'on en pense, considère qu'il y a peut-être de l'argent à prendre, que ça fasse plaisir ou pas. Mais quand je vous disais l'année dernière, et vous m'aviez dit que ce n'était pas possible, M. François avait dit que c'était très limité les possibilités, il y a de l'argent à prendre. L'excédent de fonctionnement des collectivités locales est de près de 80 milliards. Donc l'État, je vous avais dit, qui rognait dessus, il n'a plus d'argent, il faut qu'il prenne l'argent. Donc il a décidé cette année, les communes, alors je vous accorde que c'est peut-être pas mérité, que c'est peut-être trop, mais je pense que c'est supportable, surtout pour Blanquefort. Et s'agissant des grandes entreprises, je considère qu'elles ne doivent pas, c'est pas non plus légitime. Donc il faut trouver l'argent. De ce point de vue-là, certains groupes à l'Assemblée nationale ont fait tomber le gouvernement par rapport à des mesures, ne serait-ce que la réforme des retraites, qui, de mon point de vue, et de beaucoup de monde, est nécessaire si on ne veut pas aller dans le mur. Et certains députés, comme Mme Gott, dont vous étiez la suppléante, ont demandé à ce que cette réforme des retraites soit supprimée. Je pense que ça ne va pas dans le sens de rétablir et de participer à la meilleure santé des finances publiques. Donc
Voilà ce que j'avais à vous dire sur le fonctionnement. Sur 2025, nous verrons bien. Moi, je ne suis pas aussi alarmiste. Et encore une fois, je vous redonne rendez-vous. On n'a, comme vous l'avez dit, pas besoin pour l'instant d'emprunter. Et si jamais c'était nécessaire, si jamais ça devenait terrible pour la commune, eh bien vous actionneriez éventuellement l'augmentation de la fiscalité, mais pour l'instant, ça ne me semble pas nécessaire. Donc voilà sur le fonctionnement ce que nous en pensons. Sur l'investissement, j'ai une interrogation. Bon, vous avez dit que c'était un budget d'investissement, malgré la situation, malgré les complications, malgré les incertitudes, un budget ambitieux. J'ai une interrogation sur le poste de l'entretien, de l'investissement pour l'entretien du patrimoine bâti, où il était annoncé dans le DOB de 2023 4,5 millions pour 2025, et on est rendu aujourd'hui à 1 250 000 seulement. Alors, je ne l'explique pas. Est-ce que c'est parce que finalement il y aura beaucoup moins d'investissements, ou est-ce qu'ils ont déjà été faits les années précédentes? J'en doute. Je pense à certains, le patrimoine bâti d'une commune, c'est soit on l'entretient, et dans ces cas-là, ça vaut le coup, soit on s'en sépare, si on ne peut pas le faire. Autrement, ça dévalorise justement le patrimoine de l'État. Alors, je pense à la salle polyvalente, par exemple, je pense aux sites Morian, qui sont du patrimoine bâti de l'État, qui, aujourd'hui, méritent soit que l'on prenne des dispositions concernant le Morian, et la salle polyvalente, je pense, aurait besoin indiquer que on la change comme la piscine parce qu'elle a fait son temps, soit on y fait des travaux, et il me semble que il n'y a plus le pôle petite enfance, ce qui est dommage, ce qui va faire quand même qu'il y aura peut-être des investissements à faire ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame le maire, sur ce ROB de ce soir, et je vous remercie de votre écoute. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole, Monsieur Bonneau? Bonsoir à tous, chers collègues. J'ai 2 points sur lesquels j'aurais... Bon, écoutez, moi, ça fonctionne. Ouais. Ah, pardon. Si vous non, mais je crois que c'était... Il n'y a pas de souci. Ouais, excusez-moi, non. Non, mais j'ai vu... Pas de souci. Pas de souci, je vais faire court. Oui, bon, j'ai besoin de deux éclaircissements par rapport à ce qui a été présenté, qui vont peut-être sembler être un peu de second ordre par rapport à ce que Luc a pu développer. Mais malgré tout, le premier, c'est sur le budget, enfin les 648 000 euros qui vont être de recettes en moins. J'ai fait un petit calcul, ça fait 2,7% si je ne me suis pas trompé. Et vous avez dit, Madame le maire, je veux bien être solidaire, mais à cette hauteur-là, non. Donc ma première question, c'est quoi le seuil tolérable pour vous pour être solidaire du budget de l'État et des déficits qui ont quand même été creusés aussi, parce que comme Luc l'a mentionné, par un État-providence non négligeable, même plus que non négligeable pendant le Covid, chose que je pense vous n'êtes pas forcément contre. Deuxième question, c'est vis-à-vis des 600 000 euros du CCAS. Parce que autant vous avez très bien expliqué, et c'était très clair, hein, merci, les 648 kilos de pertes, de rentrée, autant sur les 600 000, c'est quand même une belle somme. J'ai pas compris personnellement. Vous avez évoqué, Madame le maire, le déménagement. Madame Lacossade a complété en parlant d'une trentaine de personnes qui allaient être accueillies, mais je ne vois toujours pas où passent les 600 000 euros. Voilà, c'était les 2 points que je voulais avoir en éclaircissement de votre part. Merci. Merci à vous, Monsieur Rumeau, je vous en prie. Bonsoir, merci. Écoutez, moi je suis pas là pour passer la bosse à reluire, hein, autant aux uns qu'aux autres. Hein. Moi je suis là, écoutez, si vous affichez un budget comme ça, enfin, je veux dire, un prévisionnel comme ça, c'est qu'il y a des très très gros soucis dans ce pays. Et moi je ne trouve pas ça mal, hein, du tout. Hein. Et je trouve dramatique que les mecs qui sont au pouvoir, ça fait depuis de longues années, la Macronie et ses amis, là, je pense qu'ils détestent les gens en fait. Et puis, ils ne font que massacrer les plus faibles. Et ça, je trouve ça navrant. C'est catastrophique et malheureusement, c'est pas fini. Alors, on vire Barnier, ils nous mettent Bayrou, mais je crois qu'on n'a pas fini de les virer, quoi. Hein. Désolé, mais je trouve ça inacceptable. Après, je défends tout à fait. Enfin, je reconnais Luc, hein, il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis là surtout pour défendre les plus meurtris, quoi. Merci, au revoir. Merci, Monsieur François.
un complot, nous verrons. Alors, je ne vais pas remonter moi à 25 ans où quand je présentais le budget en 2020, on était inquiet sur la taxe professionnelle unique et où on évoquait l'effet ciseau. C'était un autre débat et heureusement qu'il y a eu la CUB et puis après la métropole pour mettre en place des procédures de mutualisation et de mise en place de la dotation solidarité communautaire. Donc on a trouvé les solutions. Moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'on demande aux collectivités de participer. Forcément, ça représente beaucoup pour Blanquefort, c'est à la hauteur des recettes aussi de Blanquefort, il faut le reconnaître aussi. Donc c'est jamais agréable, c'est une évidence. Là où je suis plus inquiet, c'est sur l'utilisation de ces prélèvements. Sans réforme structurelle de l'État, tout ça n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Et c'est compliqué. On voit que quand on essaye de diminuer les crédits de tel ou tel ministère, on appuie sur une touche, il y en a 3 qui se lèvent, et c'est très très compliqué d'arriver à baisser les dépenses de l'État. Mais sans prise en compte à cet échelon de la nécessité de réduire le train de vie, on n'y arrivera pas. Parce que l'année prochaine, la même question va se poser. On a économisé 50 milliards cette année, il faut en économiser encore 50 l'année suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Et on ne pourra pas taper en permanence sur les collectivités pour pouvoir trouver ces recettes. Donc, je suis plus inquiet sur ce devenir que sur le budget réellement 2025. La vraie échéance, elle va être sur le budget 2026. Et là, ça va être extrêmement compliqué. Après, je ne vais pas revenir sur la baisse des taux donc évoqué Luc Sibrac. Je trouve que c'est de la démagogie de dire qu'on va baisser les taux à hauteur de l'augmentation de l'inflation. On n'a pas, ça ne pèse que, je le rappelle, sur la taxe foncière et pas sur la taxe d'habitation, donc pas forcément sur les plus démunis. Donc tout ça, pour moi, relève plutôt de la démagogie que de la saine gestion. Donc un budget compliqué. Bien évidemment, c'est toujours désagréable quand on voit baisser ses recettes. Alors, je ne sais pas ce qui va advenir du fonds de réserve, du fonds de précaution, du DILICO, je ne sais plus comment on l'appelle, parce qu'on avait évoqué à un moment donné le fait que ça soit remboursé aux collectivités au bout de 3 ans. J'en ai plus entendu parler, donc je ne sais plus, je ne sais plus où on en est. Ça a changé tellement de versions en 3 mois qu'on a bien des difficultés à s'y retrouver. Donc, participer, oui. Ma question, elle est plutôt pourquoi faire ? Voilà, à un moment donné. Et là, il y a de vraies questions à se poser, parce que je vous le dis encore une fois, on se reverra en fin d'année, mais la question va se poser sur le budget 2026 et elle sera encore plus prégnante. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Alors, Madame Lacossade, Monsieur Faregnaud. Madame Lacossade. Oui, alors pour préciser un petit peu par rapport aux 600 000 euros, alors je n'ai pas le détail exact en mémoire, mais il y a le double loyer puisque on a prévu de continuer, tant qu'on ne sait pas la date d'aménagement, sur le budget, le loyer de la résidence Corbeil. Il y a tout l'aménagement, c'est-à-dire tous les locaux communs qui sont quand même, alors de mémoire je crois que c'est 4 fois plus grand par rapport à aujourd'hui, puisqu'il ne faut pas oublier que la résidence autonomie, il y a aussi tous les seniors de Blanquefort qui peuvent aller sur les salles d'activité. Il y a un équivalent temps plein, il y a, enfin voilà, il y a plusieurs éléments. Mais pour avoir le détail, lors de la présentation du budget prévisionnel, voire même du ROB, votre représentant au CCAS pourra vous le donner le détail. Monsieur Faregnaud. Oui, régulièrement, on revient sur la bonne gestion de la commune par rapport à des contextes où on a tendance à accentuer leur caractère difficile. Alors, oui, peut-être que les différents contextes qu'on a rencontrés durant cette mandature ont été extrêmement particuliers. Enfin, Covid, je n'y reviens pas. Les conséquences économiques du Covid, le choix qui a été fait par le gouvernement d'avoir une politique d'assistance très poussée envers l'économie et les entreprises ont fait que le contexte était quand même particulièrement difficile et que du coup le rôle qui nous est attribué par la vie, tout simplement, de notre et le système politique de notre pays, le rôle que jouent les collectivités locales en tant qu'amortisseur social n'a cessé de devenir plus compliqué. Alors on peut toujours dire que certaines collectivités locales, globalement, finalement, ont des réserves financières très importantes et qu'elles peuvent venir aider l'État, sauf que, encore une fois,
Celles qui ont des réserves, ce sont celles qui ont bien géré. Il y a pas mal de nos collègues aujourd'hui qui, tout en ayant géré correctement leur commune, se trouvent dans des situations d'endettement bien supérieures aux nôtres. Bien sûr, comme nous, on n'a plus d'endettement, forcément, elles sont supérieures aux nôtres, mais bien supérieures à la moyenne, simplement parce que aussi le contexte aujourd'hui est tel que la population nous attend sur énormément de sujets. Alors, je reviens quand même sur le contexte actuel. Une dissolution de l'Assemblée nationale, suivie d'une censure d'un gouvernement, suivie d'un deuxième gouvernement dont on ne connaît pas du tout la durée de vie. Si on ajoute à ça le contexte international particulièrement anxiogène, les affichages du président des États-Unis en matière économique et en matière de pénalisation de l'Europe et de la France, qui est citée parmi les pays qui seront pénalisés. Si on ajoute à ça les positions prises de l'autre côté, plus à l'Est, par M. Poutine sur les risques de guerre si les choses ne bougeaient pas au niveau de la présence de l'OTAN autour de ses frontières, crée quand même un contexte où aujourd'hui les entreprises, comme nos habitants, sont dans un attentisme et dans une situation extrêmement anxiogène. Et on le voit bien sur la consommation, qui en plus, avec l'inflation, ne cesse de poser des questions à notre tissu économique, et on voit bien le nombre de fermetures d'entreprises actuellement. Donc face à ça, les décisions qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement de créer un ralentissement dans la dépense publique, elles vont à contresens de l'attente de notre population, qui demande au contraire d'être plus accompagnée, d'avoir des services publics au plus près d'elles, d'avoir un accompagnement dans leur recherche de logement, dans leur recherche de boulot, dans leur recherche de tous les actes de la vie courante. Et donc ça, on ne peut pas l'oublier. Alors oui, on a souvent eu un discours sur la bonne gestion et un discours aussi prudent par rapport au contexte, mais là, il est particulièrement inquiétant, et il est inquiétant, Marc-François l'a dit tout à l'heure aussi, sur le moyen terme et sur le long terme. Pour le moment, on est dans une bonne situation, mais à partir de 2026-2027, on va devoir à nouveau faire preuve d'imagination, à nouveau faire preuve de créativité dans la gestion du budget. Parce que moi, à mon avis, sans une restructuration de l'État et de la dépense publique au niveau de l'État, et dans un contexte où l'État, par ailleurs, décentralise d'une main et recentralise d'une autre, on va aller, puisqu'il nous demande régulièrement de faire à sa place maintenant dans un certain nombre de nouveautés, on va aller vers un contexte extrêmement inquiétant. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on s'y prépare, on continuera de s'y préparer. Donc, c'est pas grossir la situation pour dire on a fait une bonne gestion. Non, c'est une réalité. Et cette réalité, je pense que, vu ce que j'ai rappelé tout à l'heure, elle est incontestable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole à ce sujet? Je vais me permettre une petite conclusion. Est-ce qu'en 2026, ça va être pire? Oh oui. Je suis entièrement d'accord avec cette phrase. Entièrement d'accord avec cette phrase. Et en fait, il ne s'agit pas de faire du catastrophisme sur le budget, mais vraiment, enfin, en présentant en plus par rapport au réalisé, en tenant compte de la question de l'affectation des résultats, on essaie vraiment d'être d'une sincérité globale. 713 000 € d'épargne de gestion attendue sur cet exercice, j'ai enlevé les fameux 41 000, c'est 3% de nos recettes. Un taux d'épargne de 3%. C'est bas. Il faut comprendre que c'est bas. C'est pas être catastrophiste que de le dire. Ça, c'est tout simplement un fait. Et ce qui montre qu'effectivement, il y a une dégradation des ratios. Est-ce qu'à une époque, il y a eu de l'argent un peu abondant à Blanquefort? Oui, tout le monde le sait. C'est pas, voilà. Il y avait des recettes, l'époque Ford, à l'époque où il y avait la TP, tout ça, a permis de faire un matelas particulièrement épais. Bon, maintenant, le petit pois, pour reprendre l'histoire de la princesse au petit pois, ben, on le sent sérieusement, le petit pois. Et pas uniquement parce qu'on est princesse, hein, mais parce que le matelas, il s'est énormément réduit. Donc, il faut quand même être honnête. Ce taux d'épargne, c'est ça qui nous permettra d'emprunter, parce que je suis d'accord avec vous, c'est pas un gros mot l'emprunt. Vous pensez quand même pas que l'on va réussir, par exemple, à restructurer le pôle de Cachac sans emprunt au bout d'un moment.
c'est pas un problème. C'est pas un problème. Que regardent les banques, comme tout banquier? Quand ils prêtent, ils regardent la capacité à rembourser. La capacité à rembourser d'une collectivité, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur son épargne. Et donc il faudra aussi que l'on soit en capacité de prouver ça, et on le prouve. On a sur l'exercice pur, je ne parle pas une fois de plus de l'affectation du résultat, mais sur un exercice pur, une dégradation des ratios. Et si on remonte depuis 10 ans, en moyenne, on a cette dégradation des ratios. On a cette dégradation des ratios de manière permanente. Alors, quel serait mon seuil tolérable? Au moins, je n'ai pas de chiffres. Qu'on nous prélève une fois sur le fonds de réserve, bon, j'aurais ralloué un petit peu, parce qu'il faut bien rallouer un petit peu, parce qu'on est français, mais bon. En revanche, il y a quelque chose que je trouve insupportable. Mais vraiment, ce qui me met vraiment en colère. C'est, désolé pour ceux et celles autour de la table qui l'ont entendu peut-être 150 fois depuis maintenant plusieurs semaines, c'est les 12 points de la CNRACL. Ça, je trouve ça insupportable. C'est les 12 points sur 4 ans. Ce fameux 2,1 millions. D'abord pour le chiffre, que je trouve vraiment énorme. Et je trouve que ça, c'est pas honnête, intellectuellement parlant, parce que... bon, le fonds de réserve, c'est affiché, il faut que les collectivités participent. Ok, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est clair, net et précis. La DGF, on le sait, c'est avec la péréquation, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est net, clair et précis. La CNRACL, qui est un truc super technique, hein, les médias, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec 2 ou 3 journalistes déjà, n'ont pas fait des grands trucs sur la CNRACL. Fonds de réserve, en tout cas, ils y sont allés, ça à fond, mais pas ça, parce que... Augmentation de 12 points des cotisations employeurs, bon, ça parle à personne. Je me permets de rajouter qu'il n'y a pas d'ailleurs que les agents des collectivités territoriales, mais également la fonction hospitalière. On sait qu'il y a un petit problème aussi à ce sujet. Mais ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Que ça arrive quelques mois après un rapport de la Cour des comptes qui explique qu'il y a, à ses yeux, 100 000 fonctionnaires sur la territoriale de trop. C'est en fait une façon pour l'État de bouger les collectivités territoriales sans oser le dire. Donc là, on n'a pas à le dire d'accord ou pas d'accord, parce que c'est sans oser le dire. Et c'est ça que je trouve pas normal, mais de dire, écoutez, si vous voulez baisser à un moment donné vos cotisations, il y a une solution. Vous prenez moins d'agents, ou encore plus pervers que ça, prenez pas de titulaires, puisque cette caisse, c'est que sur les titulaires. Donc en fait, les calculs que l'on a fait, là, 2,1 millions, en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. Si, par exemple, je prends 3 titulaires de plus, dans les 4 ans, en comptant cette année, 3 titulaires de plus, la cotisation, forcément, va augmenter. Si je prends 3 contractuels, ça va rester à ce niveau-là. Et encore, dedans, normalement, il y a la GVT, etc. Le calcul en tant que tel, de toute façon, est faux. Et donc, c'est comme pousser, finalement, les collectivités à se poser la question sur embaucher des titulaires ou pas. C'est-à-dire se poser des questions sur le statut de la fonction publique. Et ça, c'est grave. Ça, c'est quelque chose que je trouve grave. Surtout que c'est planqué derrière un truc, oui, technique, augmentation, la cotisation des employeurs. Donc voilà, moi, c'est ça qui me pose un véritable problème. Voilà pour répondre à peu près aux différentes interrogations qu'il y a pu y avoir. Réponse ayant été donnée par ailleurs. Mais en fait, je rebondis sur ce que disait Monsieur François. La vraie question, dans petit diaporama, là, il y a l'année 25 et puis il y a les flèches pour la suite. Et je vous rappelle, je vous ai fait grave du gel de la dynamique de la TVA que je suis simplement totalement incapable de chiffrer aujourd'hui. Mais que, bien évidemment, en perte de recettes, il va falloir prendre en compte. Ouais. Il y aura des questions à se poser dans les années. À venir. Hein. Si on veut être responsable là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on reparlera de tout ça au prochain conseil, où là on parlera véritablement du budget. Là on a simplement présenté, comme on le demande, les grandes masses attendues en termes de recettes et de dépenses, et donc de ratio à l'arrivée. Est-ce que vous pouvez prendre acte que le débat a eu lieu, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec son contenu, puisque ça sera au moment du budget, ça c'est bon, rapport à l'unanimité, enfin...
que le rapport... Bon bref, vous avez compris ce que j'ai dit. Et du coup, je vais me taire un peu, ce qui va faire du bien à tout le monde pour passer à la délibération numéro 3 et passer la parole à Monsieur Gallès pour une convention de partenariat entre nous et la ville de Ludon-Médoc. Madame le maire, chers collègues, nous avons été sollicités avec l'entente intercommunale Blanquefort-Parampuire. La ville de Ludon nous ont sollicité pour faire tout simplement pour que leurs concitoyens puissent venir participer, tout simplement utiliser la piscine au même tarif que Parampuire-Blanquefort, de 3 € tout simplement, et la mairie de Ludon prendra en charge les 2 € sur 2500 entrées par une durée de 2 ans. Voilà, et tout simplement autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat ci-jointe. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Je vous en prie, Monsieur Sibrac. Sur le principe, nous sommes favorables à cela, mais comme ça a été évoqué en commission réunie, où M. François a demandé si nous avions la capacité à envisager le nombre de personnes que ça va générer en plus. La seule limite, c'est que la piscine ne soit pas saturée. Voilà. On a eu le Taillan l'année dernière, on avait voté pour, on n'a pas de raison de ne pas voter pour Ludon, et il faudra faire attention qu'on n'ait pas tous les ans une commune qui se rajoute. Voilà. Mais pour Ludon, nous allons dire oui. Je comprends votre interrogation. Parce que pour rien vous cacher, il y en a d'autres qui commencent à tourner un petit peu autour. Les piscines, ça devient compliqué. Les piscines, ça devient compliqué. On est sur de toute façon, la ville de Ludon se donne un maximum. Puisque eux, tu avais dit 2500, c'est ça? En fait, compte, c'était sur un projet, un budget participatif. Ils ont attribué, si je ne dis pas de bêtises, une somme de 5000 € qui comprend pour ce plan. Et tout simplement, ça fait 2500 entrées. Et ils ont donné tout simplement une durée de 2 ans maximum. Ça veut dire que si les tickets sont utilisés, le ratio des 2500 est utilisé dans l'année, ça sera terminé. Voilà. Oui, ils ont leur propre enveloppe puisqu'ils compensent. Voilà, ils se sont fixés leur propre enveloppe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération en voie. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Je vais passer... Je me perds moi-même. Pardon, je vais passer la parole à Madame Carpentier pour la délibération numéro 4, déclassement du site de l'ancienne piscine et d'une partie adjacente de la cour d'école. Oui, merci Madame le maire et bonsoir à tous. C'est une délibération qui est nécessaire pour autoriser donc la ville à déclasser par anticipation le site de l'ancienne piscine de l'Arénée, qui est fermée au public, je le rappelle, depuis novembre 2023, et permettre ainsi sa démolition prévue cet été, pendant la période de la fermeture des écoles pour éviter toute nuisance pour les enfants. Après une consultation de tous les bailleurs sociaux, que nous avions amené d'ailleurs directement sur le site pour qu'ils s'imprègnent de l'environnement et qu'ils se rendent compte de la proximité de l'école, c'est Domo France qui a été retenu pour mener à bien la construction de 30 logements locatifs et en accession sociale sur une assiette foncière d'environ 4650 m², qui concerne les parcelles BY 402 et 404, comme définies en rouge sur le plan du géomètre qui est ci-joint. Cette emprise foncière est actuellement inscrite dans le domaine public de la commune. Pour céder à bien la future parcelle, ce bien doit être désinfecté au service public, puis déclassé. Comme l'explique très bien l'étude d'impact qui est jointe à cette délibération aujourd'hui, l'article L214-2 du Code général de la propriété des personnes publiques permet aux collectivités de pouvoir déclasser de façon anticipée des biens appartenant au domaine public afin de poursuivre la procédure de cession, sans toutefois que la désaffectation de ces biens ne soit alors effective au moment du déclassement. Il est donc apparu judicieux d'engager cette procédure de déclassement anticipé qui permet de maintenir en fonction l'ensemble de la cour d'école et du parking, au-delà de la signature de la promesse de vente jusqu'au début des travaux. Aussi, il vous est proposé de décider la désaffectation différée de l'emprise du projet Habitat et de fixer la prise d'effet de cette désaffectation au plus tard le 10 août 2026 et de décider le déclassement de cette même emprise du domaine public pour l'intégrer au domaine privé de la collectivité.
Je me permets de présenter cette délibération peut-être pour en parler un petit peu plus de ce projet. Ce qui nous a plu dans Domo France, c'est que c'est une mixité de formes urbaines. Il y a donc 30 logements avec 11 maisons individuelles et puis aussi 2 collectifs avec 19 logements, principalement DT2, il y en a 14, et DT1, et 5 maisons en accession sociale. 34 places de parking à proximité et 17 qui seront donc en foisonnement avec le parking de la résidence de l'école. L'accès principal se fera donc rue de l'Arénée pour la majorité des logements, sachant qu'un accès piéton est prévu rue Victorien-Vergniaud avec des places de parking qui sont commandées aussi par le marquage au sol. Et puis donc après, ce que je peux dire, c'est que la distance entre la cour d'école et la première façade des maisons qui présente un mur pignon aveugle, il y a une distance de 20 mètres avec le premier mur du bâtiment de l'école. Et donc ces maisons sont aveugles. Et il est prévu aussi un cheminement d'une largeur de 4 mètres pour permettre un cheminement piéton et vélo pour accéder directement du centre-ville et amener ses enfants donc à l'école. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Oui, monsieur François. Juste une question, enfin 2 questions. La première, c'est, je suppose, nous qui démolissons, puisque ça doit intervenir cet été, ou c'est Domo France? Parce que comme je n'ai pas vu de cession foncière au budget en recette, je n'ai pas bien compris à quel moment se faisait la vente et qui démolissait. Et pour quel prix se faisait la vente? Madame Carpentier. Vous avez raison. Alors, on a déposé un permis de démolir. C'est la ville qui l'a déposé, que j'ai accordé en janvier, pour avancer justement dans l'instruction et permettre ainsi une démolition que Domo France fera vraiment. C'est Domo France qui va porter cette démolition qui a un coût environ de 262 000 €, parce qu'il y a de l'amiante en même temps. Donc, il faudra désamianter avant tout le bâtiment et démolir après. Et donc, c'est vraiment la ville qui a porté le projet, mais ce sera la démolition, mais évidemment, ce sera transféré ensuite. Lorsque le permis de construire ça sera déposé par Domo France, le permis de démolir de la ville sera transféré à Domo France. Voilà. Et ensuite, par rapport à cette démolition, voilà, c'est Domo France. Merci. Par rapport au prix et par rapport au prix des domaines, forcément, le prix de la démolition supporté par Domo France sera ôté du prix de la vente, bien évidemment. Mais l'intérêt, c'est que ce ne soit pas nous qui supportions la démolition, mais le futur bâtisseur. Oui, je ne comprends pas très bien. Ça veut dire qu'il y a une prise de possession par anticipation de la part de Domo France, puisque la cession n'interviendra qu'après. Enfin, je ne comprends pas très bien. Et le prix de vente du terrain sera constaté en 2026 ? Il n'y a rien au budget. Tout à fait. Nous attendons un courrier de confirmation du prix de vente de terrain de Domo France. Il est calculé en fonction de la surface de la SDP, surface de plancher. Donc là, c'est défini. On va recevoir un courrier précis et qui sera donc signé et validé. C'est à partir de là qu'ils pourront permettre d'acter. Donc, pourra acter, je crois, fin d'année pour pouvoir lancer la construction en suivant et que le permis soit bien instruit comme il se doit. Mais c'est prévu qu'on attend le courrier. Alors, je ne peux pas vous dire définitivement la somme. C'est en fonction du calcul de la SDP qui sera vraiment définitif. En gros, non, dans l'idée, c'est que la cession se fasse cette année. Si vous avez 0 dans les orientations budgétaires et pas encore le budget, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la somme. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Monsieur Sibrac, je vous en prie. Non, juste, évidemment, je ne demande pas à l'euro près, mais vous avez bien une fourchette. La démolition de la piscine, le prix sera plus important que la démolition. On ne va pas leur donner de l'argent. Enfin, alors, c'est de quel ordre? C'est 500 000, c'est 1 million, c'est 2 millions? Vous avez une idée? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est des logements sociaux. Donc, évidemment, ce n'est pas un promoteur privé. Et on est plus, on va dire, souple pour un bailleur social, s'il le souhaite. En tout cas, on a prévu à peu près 350 000 €, mais ce n'est pas définitif pour l'achat du terrain. Ensuite, la démolition, c'est eux qui le portent, comme je disais, donc c'est 262 000 € à peu près. Donc ça leur fait quand même un budget bien complet, enfin bien important pour porter ce programme immobilier. Ah bon? Est-ce que c'est pour eux 260 000 de démolition plus 300 000 d'achat de terrain ou c'est 300 000 moins 260? Non, c'est plus 262 000 plus 350 000 d'achat. Mais c'est pas encore défini. On attend vraiment un courrier de Domo France. Donc le terrain vaut à peu près 600 000. Oui, voilà. Voilà, en gros, alors,
c'est pas encore le prix définitif, qui bien évidemment sera présenté au Conseil au moment de la demande de cession, mais ça vous donne à peu près une fourchette, quoi. Donc c'est non, 1 million, 2 millions, c'est trop cher. C'est trop cher, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Madame Sylvie César-Brunet? Alors je voulais me permettre de faire un petit point sur le lieu où se trouvent en fait ces nouveaux logements. Comme vous le savez, il va donc y avoir une emprise qui va se faire sur la cour d'école actuelle. Il était nécessaire pour que le projet puisse se réaliser. Sans cela, les logements qui étaient prévus n'auraient pas pu se faire. Donc cette reprise qui va être faite de la cour d'école, nous ne pourrons pas la compenser en foncier, en mètres carrés supplémentaires. L'engagement qui a été pris, et cet engagement a été pris avec les équipes enseignantes, aussi en concertation avec les parents d'élèves, parce qu'en fait, nous avons communiqué sur ce projet depuis bien longtemps, en essayant de communiquer au fur et à mesure des informations que nous avions. Nous ne pouvions pas informer plus vite que les informations qui nous étaient données, pour pouvoir se montrer rassurant quant au devenir de cette cour d'école. Nous sommes en centre-ville. Donc, le fait qu'il y ait des logements à proximité d'une école ne peut que s'entendre, d'autant plus parce que nous avons déjà pris un certain nombre de précautions que Madame Carpentier a notées. Tout d'abord, la distance qui va se faire entre l'accès, enfin la limite accessible aux enfants et les premiers bâtiments. Cette distance aussi sera donc ombragée, enfin en tout cas des choses seront mises en place pour permettre un visuel très faible. Et aussi, il n'y aura pas donc de murs, ni de pièces, ni de balcons, ni d'accès possible au regard de la cour d'école. Donc ça, c'est des précautions prises, c'est des choses que nous avons présentées très tôt et que nous avons très fortement demandées dans le cadre des négociations et des différentes présentations. Ensuite, cette cour d'école qui sera amputée, nous allons donc retravailler sur d'autres lieux dans la cour d'école prévue, réaménager les endroits qui sont à ce jour peu exploités et du coup faire un travail d'ensemble sur une cour d'école, alors je ne sais de quelle génération, enfin en tout cas nous dirons une cour d'école sûrement plus moderne, en présentant entre autres des équipements qui sont aujourd'hui demandés aussi, sur lesquels beaucoup d'études sont faites. C'est-à-dire une appropriation différente de la cour d'école, par équité entre les filles et les garçons, on va le dire comme cela, et non pas comme c'est toujours et assez historiquement proposé. Donc il y aura toujours des aménagements sportifs, mais il y aura aussi d'autres espaces proposés, et tout cela va faire l'objet d'un véritable travail de concertation, de partenariat, pour entendre avant tout les enfants. Que veut-il faire dans une école? Comment est-ce qu'ils veulent l'utiliser? Comment veulent-ils y vivre? Et pour cela, se faire accompagner par des adultes. Donc voilà, un vrai projet intéressant qui intéresse les fédérations de parents d'élèves, qui intéresse les enseignants et auquel nous voulons très sincèrement et très efficacement associer les enfants pour les générations futures. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Farigno, pour une extinction partielle de l'éclairage public, tout ça est lié au tram. Madame le maire, merci. Chers collègues, comme j'avais eu l'occasion de le présenter lors de la commission, à la suite d'un accident qui est intervenu sur Mérignac entre une personne jeune et le tram, accident mortel, il a été décidé par le préfet de demander à l'ensemble des collectivités qui avaient sur leur territoire un tracé de tramway de bien vouloir modifier pour certains horaires le soir, modifier donc les horaires d'éclairage des voies et en particulier sur des zones traversantes de communes ou sur des zones concernées par des arrêts importants comme par exemple la gare de Blanquefort. Donc il nous a demandé de modifier et d'étendre les éclairages pendant toute la durée de fonctionnement du tram. Donc nous jusqu'à présent les éclairages publics étaient éteints de 1h à 5h et donc on nous demande en particulier les jeudis et samedis de les étendre avec une extinction à 2h20 et le fait de l'allumer à 5h50. Bon,
pour ne prendre que ces deux exemples-là. Il y a 3 sites majeurs qui sont concernés, donc l'arrêt Francton, la gare de Blanquefort et le passage à niveau 12, donc, qui est avenue Port-du-Roi. Alors, le problème auquel nous étions confrontés, c'est que à ce jour, l'éclairage public, et au moment de la création du tram, l'éclairage public n'avait pas été prévu séparément du système global d'éclairage de la ville. Donc l'extension se fera pour le moment sur l'ensemble du territoire de la commune, mais nous allons travailler avec le SDEG pour avoir un éclairage sur ces 3 points, un éclairage indépendant de l'éclairage public, ce qui nous permettra de répondre de façon plus durable par la suite et moins coûteuse à la demande du préfet. Donc il s'agit d'autoriser, puisque nous en avons la compétence, la modification de ces plages horaires, et donc de charger Madame le maire de prendre les arrêtés correspondants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur François. Non, juste pour redire ce que j'ai dit en commission réunie, à savoir que je suis toujours très réservé sur cette procédure d'extinction complète de l'éclairage public. Je pense que c'est une erreur et qu'il faudrait s'orienter plutôt vers de baisses d'intensité qu'une extinction complète qui est très mal vécue par un certain nombre de personnes, quelquefois de manière dans l'imagination, mais malgré tout mal vécue, qui ne procurera pas une économie très sensible, surtout quand on voit les allumages extinction, allumage extinction, alors qu'une baisse d'intensité sur j'ai perdu le coussinet, il m'en veut ce micro, sur une baisse d'intensité sur peut-être des périodes plus longues, en fonction des axes également, et ne se ressent pas véritablement, à moins d'être vraiment devant le poteau, quoi. Donc je considère que le principe devrait être étudié de manière plus poussée. À ce sujet, on a les techniciens qui sont dessus. On a un problème technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gros secteurs sans possibilité de faire une chose sur un endroit, une autre chose sur un autre endroit, etc. etc. Donc, avant de vous dire si c'est faisable, j'attends le retour du chiffrage en fait, des séparations. Pour voir déjà ce que ça donne. Voilà. Juste un complément, de toute manière, avec la modification du système de comptage par Enedis qui va passer du forfait à la consommation réelle de chaque poteau, on va être obligé d'adapter les commandes par secteur, donc autant en profiter. Et en plus, avec les économies réalisées avec la mise en place du LED sur la totalité de la commune, grâce aux investissements qui ont été faits ces dernières années, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir justement équiper les commandes de manière plus affinée, en fait, parce que c'est par groupe que ça se fait, oui. C'est en tête, mais pas encore pratique. On attend cet élément-là. Et vous avez heureusement qu'on avait investi sur les LED. On ne savait pas à l'époque, mais finalement, on a eu le nez creux. Monsieur Sibrac, je vous en prie. Non, en complément de ce que dit Marc-François, il me semble que nous étions tous tombés d'accord lorsqu'on avait voté cette extinction sur une clause de revoyure où on avait dit, vous l'aviez proposé, me semble-t-il, mais je ne sais pas quand c'était, et vous avez dit effectivement qu'on pouvait parfaitement remettre le sujet, voir quels étaient les effets, désirables, indésirables. Donc peut-être faudra-t-il le faire avant la fin de ce mandat, pourquoi pas, de revoir ce qu'il en est en termes d'économie, ce qu'il en est en termes de ressenti de la population. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Merci. Pourquoi pas, je prends note, sachant qu'il va y avoir des choses qui vont être difficiles à évaluer. L'aspect budgétaire, c'est pas très difficile. Le ressenti de la population, ça effectivement, on peut également le trouver. Je rappelle que dans l'extinction nocturne, il y a également une troisième donnée qu'on oublie, qu'on oublie parfois. Il n'y a pas que les Homo sapiens, mais également une faune plus diversifiée, et une partie de cette faune est une faune nocturne, et toute la difficulté de rendre la nuit à la nuit pour que la faune nocturne puisse également. Et ça, par contre, sur cet élément-là, je ne sais absolument pas comment je serais capable de vous faire une évaluation avec des indicateurs. Vous voyez, un truc un peu... voilà, je dis simplement que sur cette donnée-là, elle est réelle, mais je ne vais pas avoir d'indicateur. Mais il n'y a pas que les Homo sapiens. Voilà. Également la faune nocturne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre?
À l'unanimité, je vous remercie. Toujours Monsieur Faragno pour l'approbation d'un protocole d'accord transactionnel pour la rue Rancinan, que d'ailleurs on a déjà vu en exercice. Effectivement, Madame le maire, c'est un vieux dossier. C'est une rue qui permet de desservir le parc de Majolan, de contourner le parc de Majolan et ensuite de rejoindre la Vacherie, puis après de remonter vers l'avenue du 8 mai. Donc cet itinéraire qui jusqu'à présent était un itinéraire essentiellement utilisé soit par les agriculteurs maraîchers qui se trouvaient à proximité du parc, soit par les visiteurs du parc, au fil des années est devenu un itinéraire malin, encouragé par Waze d'ailleurs, est devenu un itinéraire malin en particulier pour la population qui rejoint le Médoc ou qui va rejoindre le Taillan. Donc on est passé d'une fréquentation de l'ordre de 400 à 450 véhicules en une dizaine d'années, et surtout ces 5 dernières années, on va dire presque à partir du Covid où ça a vraiment explosé, on est passé à une fréquentation de l'ordre de 1400 véhicules le jour. Donc effectivement, les riverains ont demandé un certain nombre de mesures. Nous avons pris un certain nombre de mesures, notamment des mesures donc de passage à 30 de la voirie. On a installé en lien avec la ville, puisque la particularité c'est que la moitié de la rue est au Taillan et l'autre moitié est à nous. On a installé un radar pédagogique qui nous a permis d'avoir une première appréciation des vitesses qui était réalité relative et surtout le nombre de véhicules. On a fait ensuite toute une série de comptages. On a essayé de regarder si on pouvait ralentir le flux, mais compte tenu de la pente et compte tenu de la réglementation en vigueur, il nous est interdit de faire des plateaux et il nous est interdit encore plus de faire des coussins berlinois. Donc on a décidé de passer en sens unique, sauf riverains et services publics dans un premier temps, puis sauf riverains, et uniquement sauf riverains, on a repositionné l'interdiction à partir de, si vous connaissez un petit peu la rue, il y a un stop, et à partir de ce stop, on ne peut plus descendre vers le parc Majolan, quel que soit d'ailleurs, que ce soit les riverains ou autres, il est interdit de descendre pour rejoindre la Vacherie. Et tout ceci est né un peu de différentes demandes de la gendarmerie dans les années 2000 et dans les années 2020. On nous a demandé dans un premier temps d'installer un barrage et une barrière pour empêcher de remonter vers l'avenue du 8 mai. Puis en 2020, suite à des accidents, on nous a demandé au niveau de la gendarmerie de la retirer. Donc on sent que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Sur proposition des... Alors, on est allé avec des pétitions, on a eu des pétitions, puis un recours au tribunal administratif et une décision de médiation. Et dans cette médiation, nous nous sommes rencontrés avec la mairie du Taillan et avec les personnes représentant les riverains et Bordeaux Métropole, puisque c'est en fait Bordeaux Métropole qui était mise en cause par les propriétaires riverains. Et donc, à ce moment-là, on a décidé de tenter l'expérience, puisque c'était la revendication première des habitants, de fermeture du tourne à gauche, donc au niveau de la maison des jardiniers, de fermeture donc du tourne à gauche dans le sens des Innes vers le parc. Avec un maintien, en accord aussi, parce qu'il a fallu avoir aussi des discussions avec les riverains agriculteurs, le maintien par contre du tourne à gauche vers Blanquefort. On a 3 mois d'expérimentation qui peuvent se renouveler. Et si l'expérimentation est concluante, nous allons commencer à refaire des premiers comptages dans le mois de février. On refera des comptages dans le mois suivant pour pouvoir avoir une position au bout de 3 mois qui soit vérifiée par les comptages. Si vraiment il y a une efficacité dans l'abandon du tourne à gauche, on maintiendra cette disposition. Et donc, il vous est demandé d'approuver le protocole transactionnel qui, si ça fonctionne, les habitants retireront tous les recours et également d'autoriser Madame le maire à signer le protocole. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Laborde. Le micro, s'il te plaît. Je n'ai plus l'habitude. Non, j'entends de nombreuses remarques qui demandent à ce que la signalisation de l'interdiction de tourner à gauche soit plus précise quand on vient des Innes.
Parce que alors, il est interdit de tourner à gauche, mais où est-ce qu'on peut tourner alors? Alors, je me permets de répondre. Parce que alors justement, en conclusion, j'allais parler de la signalisation en remerciant les gens de la signalisation qui, à mes yeux, ont mis une signalisation super visible. Il y a un énorme panneau où il y a marqué à 200 mètres ou 500 mètres, je ne sais plus quelle est la distance, interdiction de tourner à gauche. Quand on y arrive, il y a le panneau d'interdiction de tourner à gauche. Et si on n'a pas bien compris, il y a des plots qui vous empêchent de tourner à gauche, à moins de faire ce que certains font. Et c'était ça que je voulais interpeller, parce que au bout d'un moment, il y a les aménagements, mais il y a le conducteur. Ça commence à devenir un peu pénible quand même, ce truc-là, qui oblige de faire une espèce de contorsion pour tourner à gauche. Donc, enfin, vraiment en termes de signalisation, à part mettre un élu au milieu de la route en disant on peut pas tourner, je vois plus ce qu'il faut faire. Et après, mais toute personne qui connaît son code de la route, et j'espère que les conducteurs le connaissent quand même un peu, savent que si je peux pas tourner à gauche, par exemple, je peux aller tout droit, arriver au rond-point, faire le tour du rond-point, et de là, puisque j'ai le droit de tourner à droite, reprendre effectivement la rue. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé. Moi, je me permets de dire que, outre la question de la circulation de la rue François Rancinang, moi, souvent quand je rentre de Bordeaux, j'arrive par là, j'arrive par l'avenue des Innes. Mine de rien, en termes de comportement des conducteurs, le fait qu'on empêche de tourner à gauche est quand même aussi un petit peu sécurisant, parce que par moment, quand ils étaient plantés en plein milieu, avec ou sans clignotant, parce qu'apparemment c'est pas vendu dans toutes les voitures, si on prend pas l'option, on l'a pas. Voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu plus sécurisant. Alors franchement, en termes de signalisation, je conseillerais aux administrés qui te l'ont dit d'aller consulter un ophtalmo, là. Ça devient urgent, là. Je pense que la question, elle portait sur quel est le choix, comment on informe sur le choix alternatif, c'est-à-dire l'avenue du 8 mai. Comment on permet aux gens de comprendre qu'il faut qu'ils aillent prendre l'avenue du 8 mai pour rejoindre la destination. Alors, là-dessus, juste, puisqu'on s'est posé la question, pendant d'ailleurs la conciliation. Et bien d'abord, on espère une chose, c'est que compte tenu du fait qu'il y a une nouvelle réglementation, Waze va retirer l'itinéraire malin de son logiciel. Ça, c'est une première chose. Et peut-être sera-t-il suffisamment intelligent pour proposer comme itinéraire malin de reprendre l'itinéraire qui avait servi jusque 2020. Et comme on sait que, allez, à 80%, ce sont des gens du secteur, des tailladés, des artisans, des livreurs, qui ont tous un GPS sur leur voiture ou qui connaissent parfaitement l'itinéraire potentiel, je dirais qu'à part les touristes, effectivement, pour qui ça peut être un problème, parce que le parc est une attraction touristique, et là-dessus, il faut qu'on réfléchisse effectivement à cette signalétique. Ça a été posé par rapport aux gens qui venaient en touriste à Majolan, mais à part cette clientèle-là, je pense que tout le monde sait quel est l'itinéraire malin. D'ailleurs, je rappelle que pour tous ceux qui connaissaient la fréquentation de l'avenue du 8 mai avant qu'on autorise le passage par Rancinang, il y avait beaucoup de gens qui venaient nous voir pour nous dire il y a trop de monde sur le 8 mai, le soir et aux mêmes heures. Et je pense qu'on va le revivre. Non, je me suis sans doute mal exprimé, mais les gens demandent à ce que l'existence du rond-point soit signalée, que les gens sachent qu'ils peuvent aller jusque-là. J'ai pas compris, ben, c'est bon. Oui, c'est ça que te disait Pierre. Non, mais... Bruno, c'est ça que Bruno disait à Pierre. On a posé la question en signalisation à Bordeaux Métropole de signaler la proximité. Comment on peut signaler la proximité d'un rond-point pour les personnes qui ne connaissent pas. Et on y travaille par rapport, je le dis bien, aussi à Majolan, où on avait des bus aussi qui venaient à Majolan. Et qui donc desservaient pour les touristes qui desservaient Majolan en faisant le tour à gauche. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui sont encore dans la réflexion expérimentale. Sachant que tous ceux qui jusqu'à présent prenaient la rue François Rancinang pour raccourcir, ceux qui le prenaient déjà, je pense, savent parfaitement qu'il y a un rond-point à proximité. Ceux-là le savent. Ceux-là le savent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques à ce sujet ? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération en voie. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Faregno, à nouveau, pour une convention d'occupation privative du domaine public avec la société Cinérail pour un relais de radiotéléphonie. Bref, vous allez nous raconter. Oh, vous avez déjà dit l'essentiel, Madame la maire.
Simplement, donc, c'est un partenariat que nous avons avec la SNCF qui a conclu à partir de février 2010 avec la société Cinérail un contrat de partenariat. Donc en fait, ils sont en train de mettre en œuvre un vaste plan de rénovation du réseau de télécommunications entre le train et les personnels au sol. Et donc ce contrat nécessite donc d'occuper une partie de notre domaine public, à savoir le centre technique municipal qui est particulièrement bien situé par rapport au train. Et donc l'idée, c'est de pouvoir bénéficier sur l'un des pylônes qui est actuellement au CTM d'un système qui permette d'améliorer cette communication entre les personnels au sol et les personnels du rail. Donc il est demandé la possibilité de décider donc la conclusion de cette convention qui, je le rappelle, rapportera à la ville 3 600 € hors taxes, toutes charges locatives incluses, chaque année, avec une révision annuelle de 2% par an. Et sans du tout préjuger des votes, je vous propose, Monsieur Farignon, de présenter également, parce que c'est un thème un peu similaire, la délibération suivante. Mais les votes seront bien sûr séparés, pas de problème. L'avantage d'avoir un pylône, c'est que ça intéresse tout le monde. Et donc, bien évidemment, après avoir eu Orange et d'autres opérateurs, Free se précipite pour donc signer avec nous une convention d'occupation, là aussi, donc pour permettre de faciliter son réseau. Donc en plus, là aussi, on est en présence d'une nouvelle société qui a donc contractualisé avec Free, qui est On Tower. Et donc, du coup, il est nécessaire de refaire les conventions d'occupation privative. Et donc, là, en l'occurrence, il nous rapportera 3 500 € avec une révision de 2% par an. Merci. Alors, je vous en prie, vous pouvez intervenir sur l'une ou l'autre sans souci. Mais bon, comme c'était un thème similaire. Pas particulièrement. Alors, je mets les deux au voix en même temps. Les deux. Alors, pour les deux délibérations, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Marceau, dorénavant, pour la convention de partenariat avec le Jeune Ballet d'Aquitaine, et ce n'est pas Monsieur Marceau qui dansera. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas un jeune danseur étoile, mais je peux faire un effort. Donc, le Jeune Ballet d'Aquitaine, qui était déjà en partenariat avec nous l'année passée, donc avec l'école de musique, a souhaité, et nous avons souhaité également, reconduire un nouveau projet avec le Jeune Ballet d'Aquitaine. Je rappellerai simplement que c'est une formation professionnelle, destination des jeunes danseurs, des conservatoires ou des écoles privées. Ce dispositif d'enseignement est une passerelle d'apprentissage et de vie professionnelle des jeunes danseurs de tout horizon. Donc, dans ce cadre-là, la ville et l'école de musique et le Jeune Ballet d'Aquitaine ont souhaité reconduire un projet, et ce qui permettra de pouvoir faire une nouvelle programmation, de pouvoir une nouvelle création, des échanges, etc. Bref, encore un beau programme pour nos jeunes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce chouette projet? Pas particulièrement, on ira vous voir danser. Je mets donc cette délibération. On voit, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Dubois, pour le lancement de la procédure d'appréhension des biens sans maître. Oui, bonjour chers collègues. Donc lors de l'avancement de grands projets, de projets communaux qui couvrent des grandes surfaces, comme par exemple récemment le Péamp ou l'extension de la centrale photovoltaïque d'Arboudeau, lors de la recherche pour pouvoir les contacter de propriétaires de terrains non bâtis, pour par exemple des réunions de concertation ou d'information, il a été constaté que certains terrains non bâtis étaient sans propriétaire connu. À partir de ce constat, une recherche complémentaire a été demandée aux services communaux, a été réalisée sur l'ensemble du territoire non bâti de la commune, et il a été ainsi identifié 208 parcelles sans propriétaire connu, donc qualifiées de biens sans maître potentiel, dont 143 parcelles qui représentent par leur localisation ou par leur taille un intérêt pour la ville.
pour un total de 25 hectares et 89 arts. Pourquoi un intérêt? Par exemple pour l'avancement des projets ou pour constituer aussi une réserve pour de futures compensations. Pour nous aider dans les démarches qui sont complexes, longues, toutes les procédures administratives de recherche des propriétaires pour être sûr que ce sont bien des biens sans maître, la SAFER dispose aujourd'hui des compétences et de l'expérience pour nous apporter une aide technique sur ce sujet. Et donc, en conséquence, la présente délibération, elle a pour objectif de valider le lancement de la procédure d'identification de tous ces biens pour confirmer leur nature de biens sans maître et ainsi permettre à la ville de les appréhender. Et donc, tout ça avec l'aide technique de la SAFER. Merci. Merci beaucoup. Les terrains en réserve pour de la compensation, je vote pour. On a besoin. Vraiment. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Je mets donc cette délibération en voie. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Patrick Durand, il y a quelque chose qui va évoluer. C'est Otelia. Oui, merci Madame le maire. Donc un petit peu d'histoire. Par délibération en date du 28 juin 2010, la commune de Blanquefort avait conclu un bail amphithéotique administratif, un BEA, avec l'association Le Morian, le centre d'accueil et de promotion, relative à un ensemble immobilier composé d'un pôle d'hébergement de 36 chambres et d'un pôle d'accueil, administration, accueil, et pour une durée de 20 ans, donc jusqu'au 1er septembre, à compter du 1er septembre 2010. Donc par la suite, l'association Le Morian a changé de nom pour devenir l'association Otelia, qui a été déclarée le 12 septembre 2013. Je ne dirai pas le numéro, donc cette association se trouve bien sûr Otelia, 67 rue de Morian. Afin de poursuivre l'activité de cette association, la Fédération unie des auberges de jeunesse, le FUAGE, a proposé de reprendre son activité qui entre dans son objet social avec les objectifs suivants. C'est consolider financièrement la nouvelle structure par la mutualisation des moyens et des coûts, mutualiser les forces bénévoles et salariés existants afin de permettre le développement de projets d'envergure, profiter des compétences croisées en créant une synergie plus efficace et de simplifier la gouvernance et les processus décisionnels. Donc, dans ce contexte, le conseil d'administration de la FUAGE et l'Assemblée générale d'Otelia ont arrêté respectivement le 12-10-2024 pour FUAGE et le 13 décembre 2024 pour Otelia, un traité de fusion, absorption de l'association Otelia par l'association FUAGE. Ce traité de fusion-absorption a notamment pour conséquence que pour la FUAGE, qu'elle est subrogée dans le bénéfice et la charge de tous les baux, donc bail au pluriel, convention de location et de mise à disposition gratuite, droit d'occupation ou domiciliation consenti à Otelia. Alors l'article 6 du BEA précité stipule que conformément à l'article L 1311 et suivant le Code général des collectivités territoriales, les droits résultant du présent bail ne pourront être cédés par le preneur au cours du contrat qu'avec l'agrément de la ville après délibération du conseil municipal et uniquement au profit d'une personne subrogée au preneur dont les droits et obligations déroulant du présent bail. Donc en conséquence, le preneur s'engage à informer préalablement la ville par lettre recommandée avec accusé de réception et de tout projet de cession de présent bail amphithéotique administratif. Alors par courrier, envoyé en recommandé, bien sûr avec accusé de réception, le 21 octobre 2024, l'association Otelia et le 22 octobre 2024 pour le FUAGE, les deux entités informaient la ville du projet de cession du BEA dans le cadre d'une fusion-absorption. Alors aussi, mesdames et messieurs, il vous est demandé d'approuver la cession du bail amphithéotique administratif conclu par l'association Otelia, profit de l'association Fédération unie des auberges de jeunesse, dans les mêmes conditions, sans prorogation de la durée initiale, soit jusqu'au 31 août 2030, et d'autoriser Madame le maire de signer l'avenant de cession annexé à la délibération, ainsi que tous les actes afférents à cette cession.
Merci beaucoup. J'ai tout lu. Ce qui me permet... Éteins ton micro maintenant, Patrick, s'il te plaît. Merci. Ce qui me permet de rappeler une chose. On a quand même l'énorme chance d'avoir une auberge de jeunesse sur Blanquefort. Gérée depuis des années par une association, et mine de rien, avec du coup des tarifs qui sont vraiment très intéressants. Quand on a besoin de familles qui viennent, qu'on peut pas loger, éventuellement de touristes. Et je dois reconnaître qu'à la grande époque du Covid, cette auberge de jeunesse nous a, Madame Lacossade et moi, tiré beaucoup d'épines du pied en ce qui concerne l'hébergement de personnes sans abri. On travaille vraiment très très bien avec eux. Aujourd'hui, on a une asso. Alors, problème, géré par une association, c'est lourd quand même à gérer une auberge de jeunesse comme ça. Bon, mais au bout d'un moment, ça a commencé sérieusement à coincer. Il faut un investissement absolument énorme. Et cette délibération montre qu'on a la chance que donc, la Fédération des auberges de jeunesse a trouvé que l'établissement était suffisamment intéressant pour pouvoir le reprendre, ce qui va nous permettre d'avoir une continuité de cette auberge de jeunesse à Blanquefort, parce que c'était ça qui était... Alors le bâtiment nous appartient, ça fait partie des époques où on était riches, on avait plein de bâtiments, voilà, ça fait partie de cet héritage-là, mais ce qui est important, c'est l'usage, et qu'on puisse continuer cet usage. Voilà, c'est ça finalement que permet cette délibération, et je trouve que c'est quelque chose de très chouette. Ce sont des professionnels qui pourront reprendre ça sans problème. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Pas particulièrement, Monsieur Durand? Oui, voilà, juste une petite remarque. Du moins, c'est pas une remarque, c'est pour dire que depuis 2 mandats, et puis moi depuis ce mandat avec Ezel, donc nous étions au conseil d'administration. Donc nous avons évolué, on a passé de bons et moins bons moments quand juste là on respirait un petit peu. Et aussi je voudrais remercier ici, depuis ce conseil municipal, tout le bureau et puis Madame Audrey Sanchez, voilà, qui a beaucoup travaillé et puis on lui doit beaucoup. Voilà, c'était tout. Voilà, je précise que vous n'êtes plus membre du conseil d'administration qui a été dissous, sinon tu n'aurais pas pu présenter la délibération selon les grandes lois qui... Enfin bon, bref, vous connaissez ici l'histoire. Je mets donc cette délibération, on voit, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Madame César Brunet pour la mise à jour du règlement de fonctionnement des crèches municipales. Une nouvelle modification du règlement de nos lieux d'accueil pour les tout-petits. Il y a un complément d'information concernant l'accueil d'urgence qui est proposé donc au tarif minimum, et ensuite une petite reformulation demandée par la CAF. Exactement, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas, je la mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, quelques délibérations pour terminer. Notre marché d'assurance dommages aux biens et risques annexes et de la ville et du CCS arrive à terme à la fin de l'année. Il va donc falloir relancer le marché, et la délibération vous propose de refaire le groupement de commandes entre la ville et le CCS dont on avait l'habitude. Et si vous pouviez tous croiser les doigts pour que l'on arrive à avoir, déjà qu'on arrive à avoir un marché et que ce soit un prix acceptable, ça sera sympa pour tout le monde, parce que les assurances et les collectivités, c'est compliqué. Bon, ça, c'était pas dans la délibération, la fin. Mais bon, je rajoute ce petit souhait. Pas de questions particulières? Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération suivante. Le Trésor public nous a fait part d'éteindre une créance à hauteur de quasiment 130 € dans le cadre de procédures de surendettement. Et du coup, il y a eu un effacement de dette. Pas de remarques particulières, j'imagine, c'est très technique. Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Merci beaucoup. Délibération suivante. Le protocole d'accord d'encadrement du droit de grève. Donc on est dans le cadre de la loi de la transformation de la fonction publique. Bien évidemment, ce protocole est passé et a été adopté en CST. En fait, il s'agit de mettre par écrit des règles qui, par moment, n'étaient pas toujours par écrit. Par exemple... Je t'en prie, Dominique.
Par exemple, lorsqu'il y a une grève, que ce soit une grève locale ou lorsqu'il y a un préavis national pour une raison X ou Y qui peut être déposé, moi je reconnais que les agents jouaient très souvent le jeu, notamment du côté du service enfance ou du service petite enfance, bref, ou du SREM aussi, quand il y a une nécessité de taux d'encadrement, et nous disait, alors qu'il n'y avait pas forcément de choses écrites, nous disait à l'avance s'il comptait faire grève ou pas. Là, le protocole d'accord, en fait, il met par écrit le système, et la nouveauté par rapport à avant, c'est que les chefs de service vont plus avoir besoin de passer des coups de fil, alors qu'est-ce que tu fais, mais la personne, l'agent, doit se déclarer sur l'ensemble des services de la collectivité, doit se déclarer, et le délai est inscrit dans la délibération, c'est en règle générale 2 jours ouvrés avant la date le jour de grève. Et puis on a mis également par écrit, avec discussion, la question: comment est-ce qu'on fait quand il y a une grève par rapport aux services publics? Quels sont les services publics où on a besoin de recruter des volontaires, notamment je pense aux aides à domicile, où là on est avec des personnes en difficulté, et à quel moment est-ce qu'on n'assure plus le taux d'encadrement, notamment en direction des enfants, là je pense plus particulièrement au service enfance, et qui entraîne donc la non-exécution du service, parce que du coup le taux d'encadrement n'est plus assuré et la sécurité n'est plus assurée. Donc protocole d'encadrement de grève permet de mettre tout cela par écrit. Voilà présenté en résumé. Et est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Excusez-moi, je n'en vois pas particulièrement. Je mets donc cette délibération en voie. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Et on termine par 2 délibérations très techniques. Il faut actualiser régulièrement les indemnités forfaitaires de déplacement sur le territoire de la commune, selon les agents et bien évidemment leur mission. Et vous avez le tableau qui est lié à la délibération, qui à mon avis va pas susciter de questions particulières. Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité. Merci à vous. Et je termine, désolé Pierre, j'en ai pas une pour toi. Non, je suis désolée Pierre, c'est moi qui termine, et là je sens que ce conseil se termine pas bien, pas comme d'habitude, et je t'en présente mes excuses. Mais sais-tu qu'en fait, tu sais, le compte d'épargne-temps, le compte d'épargne-temps, bon alors évidemment il va être alimenté, et là l'idée c'est qu'on s'est doté d'un outil de gestion du temps de travail qui va permettre aux agents de l'alimenter directement, ce CET. Et ça il faut le passer en délibération, voilà. Mais c'est pas sur la révision des effectifs, donc voilà. À part ça, c'est quand même une vraie délibération sur l'alimentation automatique du CET. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Monsieur Sibrac, je vous en prie. Alors, pas sur cette délibération, mais je ne sais pas si d'un point de vue... il y a pour les procurations, pardon. Madame Loué avait envoyé une procuration me concernant. Donc, comme on ne l'a pas dit au départ, je voudrais que ce soit, si ça peut être acté. Merci. Merci. Excusez-moi, je ne l'avais pas dans mes papiers, mais c'est bien noté, monsieur Sibrac, il n'y a aucun souci. Et sur l'alimentation automatique du CET, est-ce qu'on peut considérer que c'est adopté à l'unanimité? Eh bien écoutez, merci pour les agents. On se revoit dans cette configuration le 7 avril prochain, où nous parlerons entre autres du budget. Merci à toutes et à tous.